Alors je reçois une autre contradiction qui me semble intéressante parce qu'elle revient souvent, même si on va voir qu'elle ne tient pas, qui est l'idée, mais il ne faudrait pas pousser trop loin la ventilation non invasive. Et pourquoi faire de la ventilation non invasive et se mettre en danger alors que finalement si on intube, bah, on sera plus cool quoi. Euh, En fait, je crois qu'on est entièrement d'accord qu'il ne faut pas pousser trop loin la ventilation non invasive, mais que le type de support ventilatoire que vous mettez en route, en fait, correspond à un démantèlement nosologique pronostique de la maladie. Dit autrement, certains malades pas très graves passeront avec de l'oxygène, certains autres passeront un peu plus graves, passeront avec de la CPAP de Bousignac et de l'oxygène, d'autres encore un peu plus graves nécessiteront de l'optiflow, d'autres encore un peu plus graves de l'optiflow et de la VNI, d'autres encore de la VNI de manière un peu prolongée, d'autres enfin d'être intubés et ventilés de manière invasive. Donc pourquoi faire payer le prix fort à des gens qui auraient pu passer avec moins d'iatrogénie alors que vous pouvez faire autrement? Parce que si vous les intubez, que vous les ventilez, que vous faites la logique du SDRA, façon Papazian, etc., de SDRAologue absolument fasciné par le fait de tout contrôler dans la ventilation, sans regarder qu'en fait on peut faire de la ventilation spontanée sans être délétère, il suffit de savoir le faire, c'est tout. Euh, et sans regarder les conséquences de ce qu'ils font, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez mettre une sédation très lourde en place, des curares, vous allez vous retrouver, que vous allez faire du DV intubé chez quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses points d'appui, etc. Vous allez les retrouver avec des lésions nerveuses, vous allez les retrouver avec des lésions de la face, des excoriations cutanées, etc. Vous allez vous retrouver avec un syndrome de sevrage aux opiacés, une hyperalgésie secondaire aux opiacés, une immunodépression à l'origine d'une réactivation du CMV et de l'HSV. Parce que les sdraologues qui cherchent du CMV après avoir immunodéprimé les gens de manière massive pendant 3 semaines et qu'ils le trouvent, ils ont l'impression d'être très intelligents. Mais c'est faux, ils ont créé la pathologie. Ils ont immunodéprimé et ils trouvent des maladies que nous on trouve chez les malades d'hématologie neutropénique. Donc il faut juste prendre les leçons de qu'est-ce que ça veut dire les morphiniques au long cours et toutes les leçons de l'anesthésie et de la réanimation sur la toxicité de ces sédations. Donc il faut limiter la iatrogénie, être dans une compréhension globale du patient et pas juste pour essayer de limiter le procollagène de type 3 dans le poumon. Euh, donc voilà, c'est l'erreur de ceux qui se focalisent sur une unité de mesure qui n'est pas la bonne. L'unité de mesure qui est la bonne, c'est la survie sans séquelles et la récupération. Si l'unité de mesure c'est le procollagène de type 3, bah oui, mettez-les en vague curarisée, quoi. Vous contrôlez tout, l'alvéole s'ouvrira exactement comme vous voulez. Maintenant, vous les mettez en VS7, vous aurez peut-être un peu plus de procollagène de type 3, mais ils resteront moins longtemps en réanimation, mais ils iront mieux, mais ils feront moins de complications. Et peut-être qu'ils auront eu un petit peu plus de dommages alvéolaires, mais in fine, ils vont quand même mieux s'en sortir au global. Euh, donc il vaut mieux faire de la VSL et lever la sédation. Pour ce qui est de la VNI, la ventilation non invasive, je vous dis qu'on fait des frais d'un dogme qui est celui de ne pas faire de la VNI. Après, c'est une espèce d'histoire de bon sens. Faites bien la VNI, comme on a expliqué dans les vidéos précédentes, et puis donnez-vous une deadline, donnez-vous un moment où vous allez vous dire, bon, bah là, ça marche pas bien, je me mets en danger, le patient va pas tenir le coup. Donc, quelques heures, une nuit, 8 heures d'affilée de ventilation non invasive. Moi, je peux vous assurer qu'il y a une immense majorité des patients qui va, si vous faites bien la VNI et correctement, et que vous les ventilez correctement, va échapper à l'intubation et à la ventilation invasive. Voilà, après on fera le compte, hein, in fine, quoi. On verra ceux qui auront tué leurs malades et ceux qui ne les auront pas tués. Ceux qui les auront tués nous expliqueront qu'ils étaient plus graves et qu'ils étaient obligés de le faire et qu'ils avaient raison. Et ils admettront jamais qu'ils se sont trompés. Moi en revanche, si jamais j'ai un problème sur un malade que j'ai gardé en VNI et que je suis obligé de l'intuber en catastrophe et que ça se passe mal, ben, je vous le dirai, quoi. Et je changerai mon fusil d'épaule. Donc il y a une histoire de bon sens, à mon sens, et d'humilité. Essayez, voilà, vous verrez.